Puis, puis, tiriri, puis, tiriri, tiriri, puis, tiriri, puis, tiriri. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Ah! Bon, attends un peu, on va vérifier nos trucs. Super, fait que tout ça, c'est fait. Attends un peu, si on va fermer ça. Attends un petit peu. On regarde ça ici. On va regarder. Oh, vidéo live. Attends un petit peu, on a une personne. Ça, c'est sûrement JB. On regarde si ça marche. Oh, on a 5 personnes. Ouh, hey, ça s'en vient bien. Attends un petit peu, on va regarder ça. Attends un petit peu. Est-ce que le son fonctionne bien? Je me le demande. Voyons voir, voyons voir. On a un peu de la misère. Avec le stream, ça a l'air. Donc, on voit qu'il y a un lag de ton écran. Bon, ben ça, c'est ok, pas de problème. On va dealer avec ça. Euh, ok. Allô Fred, j'espère que tu vas bien. Donc, je suis très 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 content de vous voir. Hey, on est 12 personnes. Génial, on m'entend super bien. Hey, j'espère que vous allez bien en ce lundi, le 13 avril. Donc, on est chanceux que ce ne soit pas un vendredi. Hein? Mais sinon, c'est Vince de l'école du jeu. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, ben en fait, je fais quelque chose de spécial. En fait, j'avais pensé peut-être faire une espèce de, une genre un vidéo sur YouTube pour expliquer tout ça. Mais je me suis dit pourquoi pas ne pas le faire en live Facebook. Et ensuite, ben ce live-là pourra être disponible par la suite sur YouTube. Donc, allô mon beau coco. Donc, allô Nancy. J'espère que tu vas bien, ma belle Nancy. C'est quoi la recette de test aujourd'hui? C'est une bonne question. Donc, la recette de test, il n'y en aura pas parce que j'ai gossé pendant environ 5 heures. Attends un peu, j'étais debout à 8 heures. J'ai fini mes tests à 11h30. Donc, 3h30 de tests aujourd'hui que j'ai fait avec le live Facebook. Donc, j'espère que ça va fonctionner. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que je suis seul à avoir un lag dans l'image? Ça se peut fort bien que ça lag. Je ne sais pas pourquoi. On va regarder en fait qu'est-ce qui se passe. Ah, je le sais. On va faire un test là-dessus. Donc, on va vérifier si ça l'arrête de laguer. On va regarder maintenant. Est-ce que ça lag un petit peu moins? Est-ce que ça lag un petit peu moins? L'image lag un petit peu, effectivement. On va regarder, on va regarder. Hmm. Attendez un petit peu. C'est un petit peu difficile, en effet. J'ai l'impression qu'il y a quelques petits trucs comme ça qu'il va falloir qu'on révise. Pourquoi est-ce que ça lag? Est-ce que ça lag un petit peu moins? J'ai l'impression que ça lag un petit peu moins. Oui, ça lag définitivement moins, là. Ouais, je pense que c'est parce que je download un jeu sur Xbox. Non, en fait, c'est vraiment... en fait, j'ai voulu essayer de faire quelque chose. Et là, bon, je me suis dit, tant pis, on ne fera pas ça. Bon, ok. Donc, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en fait, je vous fais un petit résumé d'une entrevue que j'ai faite avec Monsieur Zev Schlesinger. Donc, Monsieur Zev Schlesinger, qui c'est ce bonhomme-là? C'est la personne qui est derrière des jeux extraordinaires comme Agricola, comme Pandémie. Donc, lui, il a amené ces jeux-là à être en anglais. Ceci étant dit, c'est important de savoir que Monsieur Schlesinger, on ne voit plus
on ne voit pas son nom, en fait, sur les boîtes de jeux, simplement parce que c'est quelqu'un qui est un éditeur. Et c'est un éditeur qui a fait sa place de façon extraordinaire, magistrale, au sein du jeu de société moderne. Et il l'a fait en fait de différentes manières, mais principalement pour nous avoir présenté des jeux qui sont vraiment, vraiment hot, qui ont fait leur marque dans le monde du jeu de société moderne. Et aujourd'hui, en fait, j'ai publié notre entrevue sur notre podcast. Et dans le fond, l'adresse de notre podcast, c'est dans la description de ce direct-là. Et ben écoutez, si ça vous intéresse, moi ce que je vous encourage de faire, c'est que si vous êtes en télétravail ou quelque chose comme ça, ben placez le live on the side, faites juste écouter parce que la seule chose que je vais faire de spécial avec l'image, ça va tout simplement de vous montrer en fait différentes pages sur BGG et si à un moment donné vous voulez commenter, ça me fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Alors on va vérifier, donc là oui, on a moi aussi ça lag, on dirait Mr. Roboto, donc là, mais je pense qu'on a conclu que ça ne blaguait plus, c'est bon, plus comme dans plus. Donc c'est ok, tu es fluide comme Ron Jeremy dans le pic de sa carrière. Ron Jeremy. Oui, je l'ai jamais rencontré, je suis content. Donc, bonjour Mathieu, Mathieu Veilleux, enchanté. Bonjour, salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te voir. Est-ce que vous connaissez 4 consonnes d'affilée dans son nom de famille? Si oui, taguez-les ici. Voici l'adresse du podcast à ajouter à vos favoris, tout à fait. Et je tiens à mentionner que dans le podcast, malheureusement, j'ai pas une super bonne... l'audio de mon côté est plus ou moins appréciable, au sens parce que j'ai eu de la misère avec mon micro. S'il arrive, ce sont des choses qui sont normales, qui arrivent de façon... c'est pas voulu, mais bon, c'est arrivé. Donc, si vous êtes capable de passer par-dessus ça, les réponses de M. Zev Schlesinger sont super belles, on entend super bien, donc c'est vrai, c'est super fluide. Enfin bref, donc écoutez, je vais commencer en fait en tout d'abord vous introduisant à différentes choses qui sont importantes dans ma vie personnelle. Et là, regardez, une belle transition vers quoi? Vers notre podcast de l'école du jeu. Donc, le podcast de l'école du jeu se trouve sur une belle petite... sur une plateforme podcast qui est disponible en fait avec Google Chrome. Et cette plateforme-là, en fait, vous êtes capable non seulement d'écouter directement sur la plateforme, mais vous serez capable aussi de télécharger l'épisode en question pour être capable de l'écouter par la suite. N'est-ce pas merveilleux? Si vous trouvez que c'est merveilleux tout cela, eh bien, laissez-moi une tonne et quart de petits cœurs, ça me fait du bien à entendre, même que je vais vous laisser dans les commentaires l'adresse en question de notre podcast, donc qui s'appelle écoledujeu.cast.rocks. Et comme vous pouvez voir, regardez bien ça, je vais vous montrer en fait, j'ai fait différentes entrevues. Donc, on a commencé en fait avec Prélude Zéro Montage, donc on regarde un petit peu comment ce que c'est. Et là, soudainement, pouf, on a une entrevue avec Bruno Catala. Ensuite de ça, Simon du Passe-Temps. Et par la suite, on a Tia, donc Tatiana de Girl.game, où est-ce qu'on a discuté en fait de différentes situations, notamment la condition de la femme dans l'industrie du jeu de société. Là, les gens font comme « Ah, ben voyons non, ça se peut pas. » Oui, malheureusement, il y a eu des petits problèmes par rapport à cette situation-là. Enfin bref, vous irez voir, vous irez en fait entendre parler de ça. On a eu Pierre-Louis de Etugame, et finalement, on a eu le professeur Boardgame qui, l'an passé, nous expliquait c'est quoi les différentes étapes que l'on devrait faire pour être capable de bien se préparer pour le Gen Con. Et malheureusement, cette année, nous ferons partie des gens qui seront parmi les Gen Kent. Les Gen Kent, c'est eux qui ne peuvent pas aller au Gen Con. C'est pas qu'on veut pas y aller, c'est parce qu'il y a quelque chose, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est vraiment, vraiment rendu populaire comme mouvement, ça s'appelle le coronavirus. Et le coronavirus, ben malheureusement, je pense pas qu'il y ait de Gen Con cette année parce que on est dans cette situation-là. Enfin bref, l'autre chose que j'avais envie de vous partager ici-là, c'était ici notre belle petite page de l'école du jeu. Hein? Donc, regardez-moi ça, comment c'est cute. Ça, là, c'est notre page, notre chaîne YouTube. Donc, si vous n'avez pas entendu parler de notre chaîne YouTube, ben, allez vous abonner à notre chaîne. On a une pléthore de vidéos. Là, d'ailleurs, je tiens juste à mentionner que JP
a pu faire la critique, en fait, il a fait la présentation de deux nouvelles factions de Cloudspire, qui est son jeu en version solitaire favori. C'est d'ailleurs devenu un jeu que j'apprécie grandement. Et sinon, autrement, bon, on a des top 6, des critiques et des présentations de jeux. On a aussi ici les grands auteurs. Donc, je présente en fait des grands auteurs. Donc là, on a présentement j'ai fait en fait une biographie de Uwe Rosenberg. Si vous n'avez pas écouté ça, je vous encourage grandement à le faire parce que c'est super intéressant. Et d'ailleurs, M. Rosenberg va faire partie du lot de personnes que l'on va parler ici maintenant. Alors, maintenant, on continue. En fait, j'ai envie de vous montrer de quoi a l'air Monsieur Zev Schlesinger. Parce que Monsieur Zev Schlesinger, encore une fois, c'est pas un gars qu'on voit régulièrement dans différents endroits. Donc ici, on peut voir d'abord, c'est un contributeur pour Dice Tower. Si on regarde dans les images, eh bien, Monsieur Zev Schlesinger, on a en fait ici cet homme juste là. Donc, je vais juste vous montrer la belle photo. Cette photo-là, en fait, c'est... Ça ne sera pas très très long. Donc, c'est monsieur ici, juste là. Donc, est-ce qu'on va avoir la photo? Ce ne sera pas très très long. Donc là, écoute, ça c'est complètement spontané. Je m'amuse là présentement avec notre nouveau truc ici actuellement. Je vais regarder les commentaires pendant que ça télécharge. Donc, pour bien se préparer au Gen Con, il faut apporter des bobettes propres. Oui, en effet, si tu détestes le COVID-19, envoie des bonhommes fâchés. La COVID-19, Sylvain, le voyez. Salut Andrés. Bonjour Andrés, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on parle de Andrés de tout simplement? Est-ce qu'on parle de Andrés... Ah, tiens, c'est téléchargé. Est-ce qu'on parle de Andrés de Dice Hall? Et donc là, on a ici M. Zev Schlesinger. Ben là, on voit pas bien mieux. M. Zev Schlesinger, c'est un... en fait, c'est important de comprendre que lui, c'est un vieux de la vieille. Et que ce vieux de la vieille-là, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui a été là très, très, très rapidement dans le milieu du jeu de société. C'est un gars qui, en fait, un de ses premiers jeux, qui l'a trippé solide, qui l'a fait capoter avec le jeu de société, c'était Shadow Fist. Alors, Shadow Fist, c'est un jeu, comme vous pouvez voir, c'est customizable, ça date de 95, donc customizable, c'est un jeu, en fait, de CCG, Collectible Card Game, un peu à la Magic, The Gathering, Pokémon, Lord of the Ring, Collectible Card Game, etc., etc., et, en fait, il jouait à ça dans des conventions en 95 au Gen Con. Et à un moment donné, Shadow Fist s'est arrêté. Et le seul moyen pour que ce jeu-là, ce Collectible Card Game de Shadow Fist, puisse revoir le jour, eh bien, c'était pour que M. Zev Schlesinger, en fait, M. Zev Schlesinger, ce qu'il a décidé de faire, c'est tout simplement de débuter Z-Man Games. En débutant Z-Man Games, il s'est dit, je vais renouveler Shadow Fist et je vais pouvoir continuer à y jouer. Donc Z-Man, pour Z pour Zev, Man pour Man Games. Donc non, ce n'est pas Z Garcia qui est derrière Z-Man, c'est vraiment Zev Schlesinger. Et il a débuté en fait sa compagnie en disant, moi je veux faire des collectible card games. D'ailleurs, il y avait un autre collectible card game qui était parmi la série des B-Series. Les B-Series, c'est un autre type de collectible card game et il a commencé en fait avec Grave Robber from Outer Space. Alors, je vais juste reculer d'un cran pour vous montrer en fait les différents jeux qu'il a parmi le B-Movie Series. Donc, c'est des card games qui sont un peu loufoques, parodiés, qui veulent parodier en fait différents stéréotypes, différents préjugés qu'il y a dans le film hollywoodien. Donc là, je vous ai montré en fait Grave Robbers from Outer Space, qui est un vieux jeu de 2001. Et comme vous pouvez voir, ça va jusqu'à 2009, les différents jeux dans le B-Series. Et en fait, le but, en fait, c'était vraiment un jeu de cartes qui se jouait comme un jeu de société. Et c'est là, en fait, que M. Zev Schlesinger, en 99, il a fait Shadow Fist. En 2001, a commencé cette série-là, les B-Series. Et c'est là qu'il a commencé à s'intéresser aux jeux de société moderne et a commencé à produire différents jeux. Certains de ces jeux ont passé un peu en dessous du radar, malheureusement, alors que d'autres ont été vraiment été plus dénotés.
Je vous donne un exemple. Donc, par la suite, un autre jeu qu'il mentionne, c'est Ideology, The War of Ideas, qui est un jeu apparemment superbe. Et si vous êtes moindrement un fin connaisseur, vous verrez ici Monsieur Andrew Parks. Qui est Andrew Parks? Je vous le demande, donc si vous êtes capable de me nommer des jeux de Andrew Parks, eh bien, mettez-les dans les commentaires, s'il vous plaît. Enfin bref, Ideology est un jeu de stratégie où, en fait, le but, c'était tout simplement dans le fond, symboliser différentes idéologies et de pouvoir combattre, en fait, pour obtenir le plus d'influence parmi le monde en entier. Donc, ça avait peut-être une saveur un peu plus wargame, mais ça a toujours été, en fait, dans sa branche, parce que Z-Man, à la base, c'était plus une compagnie américaine. Donc, c'était vraiment très américanisé comme style de jeu de société, alors que de plus en plus, on a vu des jeux comme par exemple Babel, qui était un jeu de M. Uwe Rosenberg, ou encore un autre jeu dont le nom m'échappe, qui était Bali, qui était en 2001. Donc, ces deux jeux-là ont été édités par Z-Man Games. Donc, en fait, il a commencé à s'intéresser aux jeux européens très, très tôt dans sa carrière et donc a pu commencer à créer des licences pour ces différents jeux-là. Et a commencé aussi avec une belle... avec des titres qui étaient très, très, très populaires à l'époque. Et avant de continuer, je vais regarder si vous êtes capable de me nommer. Il n'y a personne qui m'a nommé encore un jeu de Andrew Parks. Oh my God! Je capote! Andrew Parks, c'est qui Andrew Parks? Ben regardez bien ça. Andrew Parks, c'est le gars derrière tous ces beaux jeux-là. Donc là, on voit là, un petit peu des jeux... attendez, là, je vais vous en montrer là, des plus récents. Hein? Attendez, là, juste un instant. Donc, vous allez faire... Ah, ben oui, c'est vrai. Attends un petit peu, là. Je le trouver. Andrew Parks. On va y aller, en fait. On va simplement le faire par catégorie. On va faire... Non, pas par nom. On va le faire par... Pas mécanique. Non, on va le faire par rank BGG. Donc, pour vous donner une idée... Star Trek Frontiers, Core Worlds, Dungeon Alliance. Donc là, je vous ai fait un petit peu je vous ai fait une joke. C'est normal que vous connaissiez pas Andrew Parks. C'est pas un gars super connu, là. Tu sais, bon, ok, j'ai fait une blague, ha ha ha. Mais Star Trek Frontiers, par exemple, c'est un jeu qui reprend l'essence de... c'est un jeu qui reprend l'essence de Mage Knight, mais dans l'univers de Star Trek. Et apparemment que c'est très très bon. C'est un Mage Knight dans un univers de Star Trek, donc sci-fi, plus accessible, plus épuré, je dirais. Donc voilà. Sinon, Dungeon Alliance qui a fait un petit buzz aussi quand il est sorti sur BGG, mais c'est pas un grand jeu nécessairement. Enfin bref, donc Ideology. Et pour revenir à ce que je vous disais concernant les différentes voyons, je vais le dire, tabourette, les différents jeux avec les différentes licences qu'il a trouvées en fait via le jeu européen avec par exemple SN dans les premiers jeux qu'il a édités. On a eu No Thanks. Et No Thanks, c'est un jeu de cartes familiales super, c'est vraiment facile comme jeu. Et c'est un jeu, en fait, où est-ce qu'on s'échange des cartes et le but, c'est de ne pas exploser, dans le fond, de prendre certaines cartes et éviter d'autres cartes. Donc, avoir un certain nombre de points, mais pas trop en avoir. Enfin bref, j'ai jamais joué au jeu nécessairement. J'espère que ça paraît pas trop. Mais ça a été un de ses premiers hits. Et justement, on peut le voir encore une fois, c'est un jeu de 2004. Et il est quand même en position numéro 94 dans les jeux de type familial sur BGG. Donc, c'est encore un jeu qui est très apprécié. Et 19 000 personnes qui ont voté. Mais probablement, un de ses plus populaires à une certaine époque, c'était Saboteur. Saboteur a été édité chez Amigo Spiel et Saboteur a été vraiment quelque chose qui lui a permis d'avoir une espèce d'envolée, on va le dire comme ça, puisque ça lui a permis en fait de mettre son pied à terre chez les Européens, de commencer à avoir différents contacts avec les Européens grâce à sa capacité de traduire les jeux allemands, les jeux français en anglais et les rendre disponibles en Amérique du Nord. Parce que ça, c'est quelque chose de très, très, très complexe dans l'industrie du jeu de société. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'industrie du jeu de société, tout ce qui est en fait la traduction
de jeux de société, tout ce qui est en fait la transposition, donc le transfert en fait des jeux, soit d'Amérique du Nord vers l'Europe ou vice-versa, c'est quelque chose qui est quand même, c'est un processus qui est quand même assez complexe. Et malheureusement, à certains moments, il y a des jeux qui font le buzz total en Amérique du Nord et que malheureusement en Europe, on ne connaît pas du tout, étant donné que le transfert, malheureusement, il ne se fait pas super bien. Alors que il y a d'autres jeux que ça va super bien, étant donné qu'on a pu, par exemple, s'installer en Europe et ensuite de ça créer une nouvelle ligne en Amérique du Nord, comme par exemple Yellow font très très bien ça. Ils ont en fait leur QG entre guillemets en France et ils ont un autre QG en Amérique du Nord. Donc vraiment, ils sont capables de faire le lien entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais sinon, il y a d'autres compagnies comme par exemple Matago a dû ouvrir une nouvelle branche qui se nomme Colossal Games, qui est vraiment leur branche qu'ils ont instaurée pour être capables d'expansionner leur territoire en Amérique du Nord sans nécessairement pour créer aussi leur matériel en anglais. Enfin bref, donc je m'écarte un petit peu, je vais aller voir les commentaires tout de suite. Donc, le jeu où si tu perds, tu exploses et tu meurs. Il est très bon, No Tanks, facile à jouer avec n'importe qui, tout à fait. Est-ce que tu meurs pour vrai, comme tu meurs dans la Matrice? Ça dépend. Est-ce que tu exposes pour vrai ou comme dans un film de Michael Bay? Bon, là, je vais laisser, donc, je suis un petit peu, c'est ça, c'est particulier comme discussion. Hein, je vais les laisser, mais sinon, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Pour ce qui est des explosions de Michael Bay, on sait très bien, c'est fait dans la réalité, donc vraiment, il n'y a pas de CGI là-dedans. Tout le monde le sait très très bien. Enfin bref, donc ici nous avons Saboteur, comme j'ai dit, et ça a été probablement un de ses jeux les plus populaires à l'époque, et par la suite, il a créé il appelle ça des evergreen type of games. Ça veut dire que c'est des jeux qui ont bien évolué, qui ont bien fait les choses, que c'est pas des jeux extraordinaires qui brisent tout, mais quand même, c'est des jeux qui étaient capables de pouvoir créer un certain nombre de copies et que ces copies-là pouvaient être facilement vendues. Un des jeux qu'il a mentionné qui malheureusement pour lui a passé un peu en dessous du radar et qu'il apprécie particulièrement est un jeu qui se nomme Feudo, qui est un jeu en fait de contrôle de territoire avec une mécanique particulière où est-ce qu'on a un jeu très abstrait où est-ce qu'à un certain moment donné, on va avoir des cartes qui vont apparaître et ces cartes-là, ça va être des événements comme par exemple la peste ou encore des guerres spontanées de différents barbares. Et le but, c'est vraiment de contrôler les territoires, mais des fois, les ravages que ça peut créer dans ton territoire fait en sorte que tu peux perdre du terrain. Mais c'est un jeu de hasard et les jeux de hasard sont toujours bien balancés. Il y a toujours une question de balance. Hein? Je veux dire, tu n'es pas tout le temps malchanceux à un jeu. À un moment donné, la chance peut tourner de ton côté. Donc voilà, mais c'est un jeu en fait que selon lui, il a passé complètement en dessous du radar et qu'il aurait aimé avoir davantage il aurait pu. C'est encore un très 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 bon jeu à ses yeux, à lui. Autrement, un autre jeu qui se nomme Campaign Manager. Alors, Campaign Manager, c'est un jeu de 2011, je pense. On va voir si ma mémoire ne fait pas de défaillance. Campaign Manager, en fait, c'est un jeu 2009, donc qui nous plonge dans l'élection entre nos deux c'est ça, Will McCain et John McCain et Barack Obama. Et en fait, il va y avoir un côté deck building, en fait, une construction de deck avant la partie. Parce que le jeu, en fait, nous propose au départ deux decks de base de 15 cartes et on va jouer le jeu et le but, c'est simple, c'est d'aller chercher le plus possible d'influence. Donc, je peux vous montrer ici. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher de l'influence le plus possible avec, dans le fond, les différents États. Donc ici, le Michigan, par exemple, on va avoir ici tout d'abord, dans le fond, l'influence que chacun des partis aura, ainsi que l'influence des démocrates de ce côté-ci. Donc, le but, en fait, c'est vraiment d'aller chercher cette influence-là. Et par la suite, on va avoir des enjeux politiques. Donc, par exemple, si c'est le militaire, ici, c'est l'économique.
Donc, ici, finalement, ça va être en lien avec les cartes que l'on a. Donc, parfois, tu as des cartes qui vont être plus facilement, qui vont favoriser les républicains ou d'autres qui vont favoriser les démocrates. C'est un jeu super intéressant parce qu'une fois que tu commences à être habitué à tes 15 cartes, ben, tu as 30 autres cartes dans la boîte pour être capable de construire tout ton deck de la manière que tu veux. Donc, c'est super intéressant. Mais malheureusement, quand il a produit ce jeu-là, malheureusement, ça l'a comme passé un peu en dessous du radar et il a produit énormément de copies et ça n'a pas vendu aussi rapidement qu'il aurait voulu, malgré que c'est un jeu qui est super facile d'approche et qui quand même possède une thématique quand même très intéressante. Et là, je tiens à vous parler de ces deux designers-là, Christian Leonard et Jason Matthews. Et j'aimerais juste, en fait, vous poser une question sur si vous êtes capable de me nommer un jeu d'un de ces deux auteurs-là. Donc, je vais continuer et je vais peut-être voir à un moment donné dans les commentaires une réponse popée. On verra bien. Donc, Jason Matthews ou Christian Leonard. Mais je vais vous en montrer un qui se nomme 1960, The Making of President. Donc, ça, c'est la nouvelle version faite par GMT, qui est d'ailleurs un des plus beaux GMT qui est sur le marché. Mais la version de base nous vient en fait de Z-Man. Donc, pour vous conter un petit peu l'histoire derrière ce jeu-là, Jason Matthews, s'il était connu en fait principalement pour un jeu que je veux savoir si vous savez, si vous connaissez ce jeu-là. Et là, j'ai pas de réponse. Aïe, aïe, mais on est 12 participants quand même. Si tu participes et tu apprécies qu'est-ce que tu entends, fais des pleins de cœur. Là, ça va faire du bien là, à mon petit ego personnel. Enfin bref, je vais vous montrer un jeu qu'il a fait. Donc, 1960, The Making of President. Ça nous remonte dans les années 60 entre la rivalité Kennedy et Nixon. Et ben, c'est simple, il va falloir en fait se chamailler pour avoir différents endroits. C'est un excellent jeu à deux joueurs qui emprunte une mécanique d'un jeu en particulier, où est-ce qu'il y a un deck de cartes commun, mais que certaines cartes vont être favorables d'un côté, alors que les autres cartes vont être favorables de l'autre. Et là, j'espère vraiment que quelqu'un va me répondre dans les commentaires quel jeu je parle, quel jeu que je parle. Je n'ai pas joué à celui-là, mais à ce qui paraît, c'est pas mal du tout. Moi, j'ai joué à 1960, The Making of President, et c'est un jeu qui est superbe à tout point de vue. Je trouve que c'est vraiment, vraiment un très, très bon jeu, The Making of the President. Mais... et là, je suis déçu parce que personne ne l'a mentionné dans les commentaires. Jason Matthews, là, il était connu pour un jeu qui a fait un tollé et qui a dépassé le numéro 1 pendant tellement d'années, Puerto Rico. Twilight Struggle! Ben oui, Jason Matthews, c'était le génie derrière Twilight Struggle qui nous a offert une mécanique hors du commun qui aujourd'hui est utilisée dans une pléthore de différents jeux. Twilight Struggle, là, faut comprendre que ça a été en fait le numéro 1 pendant probablement quasiment 10 ans sur Board Game Geek. J'exagère là peut-être, mais ça a été au moins minimum 5 ans. Là. Je veux dire, jusqu'à temps que Pandémie Legacy le dépasse et qu'ensuite soit dépassé par Gloomhaven, je pense. Enfin bref, Twilight Struggle, là, c'est tellement bon comme jeu. Je trouve que c'est un jeu extraordinaire. Et quand on me demande si j'ai joué à 1960, oui, j'ai joué à 1960. J'ai joué à 1960, je trouve ça superbe. Mais Twilight Struggle, là, me chavire et je trouve que ce jeu-là est incroyable. J'ai la version de luxe chez moi qui se trouve dans une belle grosse boîte en bois comme ceci. Et on a du matériel de luxe. Et là, je vous le dis, c'est vraiment un matériel hors pair. On a des grosses cartes qui viennent dans un plastique, là, tu sais, les vieux plastiques là, de cartes de hockey. Ben, ils donnent dans cette boîte de luxe tous les trucs de plastique pour être capable de pouvoir mettre nos cartes de luxe dans ces gros plastiques-là de hockey. C'est malade. Fait que Twilight Struggle, pour moi, c'est la raison pour laquelle, ben, tu sais, moi, j'aime beaucoup, oui, 1960, je trouve que c'est un jeu super, mais mon cœur est avec Twilight Struggle, ça fait super longtemps que j'ai pas joué d'ailleurs, je m'ennuie de ça. Et la raison pour laquelle je vous parle de Twilight Struggle, c'est parce que M. Zev, évidemment, connaissait Jason Matthews à cause de ce succès monstre. Et ben, c'est Jason Matthews qui a approché Zev, qui a dit, ben écoute, j'aurais un nouveau prototype, si ça t'intéresse de regarder comment est-ce que ça joue, pis ça. Et Zev a fait comme, oui, je suis intéressant, envoie-moi ça par la poste. Et il a commencé à jouer, puis il a fait comme, ok, let's go, on passe ça. Et je veux mentionner quelque chose.
Zev Schlesinger, c'est un gars qui a énormément d'idées derrière la tête. Et c'est un gars qui a jamais eu peur, qui a jamais eu peur, qui a toujours foncé et que son but n'était pas nécessairement de créer des jeux qui allaient plaire à une masse, mais de toujours trouver l'expérience ludique qui sortait de l'ordinaire. Et c'est pour ça que grâce à lui, on a eu des jeux vraiment, vraiment hot qui ont pu vraiment sortir du lot général que les Américains étaient habitués de voir. Ce qui m'amène à vous parler du prochain jeu qui a été produit par Zeman Games et qui nous vient d'un auteur très, très, très connu, qui est maintenant connu grâce à ce titre-là spécifique, très, 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 très pointu, très spécifique, qui est devenu un classique des jeux de société moderne, qui a été fait en 2008. Donc là, je vais juste aller voir les commentaires. Et si vous savez de quel jeu que je parle, qui a été produit par Zeman Games en 2007, je pense 2007 ou 2008, enfin bref, faites-moi signe dans les commentaires. Sur ça, je vous lis un petit peu. Je ne les connais pas, mais ton sujet est très intéressant. Merci, Nicolas. Donc, en fait, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans la diversité que l'on amène aussi dans le côté francophone. Je pense qu'en Europe, il y a vraiment une espèce de culture du jeu de société qui est très, très, très distincte de celle du Québec. Étant donné que nous sommes entourés, en fait, de l'Amérique du Nord, des Canadiens, on a accès aux jeux américains plus rapidement que la moyenne des joueurs en Europe. Donc, si des joueurs en Europe veulent obtenir un jeu en particulier, bien souvent, il faut qu'ils le commandent directement de l'Amérique du Nord et ensuite de ça, de le faire venir. Je vous donne un exemple. Eon's End. Eon's End a été vraiment un jeu qui nous a renversé, qui a été vraiment, vraiment cool, mais qui est arrivé très, très, très récemment, je pense, l'année passée, en français, en Europe. Mais nous autres, ça fait depuis le début, depuis la campagne Kickstarter que l'on a et que l'on a joué à ce jeu-là. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui date. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, en fait, de notre particularité ici de l'école du jeu. C'est vraiment le fait que j'ai envie de vous amener ce pan-là du jeu de société que l'on ne voit pas nécessairement. En plus que, bon, M. Zev Schlesinger, c'est un anglophone. Donc, c'est sûr certain que certains francophones qui nous suivent ne parlent pas français. Donc, ça peut toujours ne parle pas anglais, pardon, donc ça peut toujours être intéressant de pouvoir discuter de tout ça et de pouvoir vous amener de pouvoir partager cette partie-là du jeu de société moderne. Donc, mais arrête de nous teaser, Vincent, je ne me peux plus. Mathieu Veilleux l'a dit, pandémique. Ben oui, pandémie. Hein? Le premier jeu en 2008 qui a lancé Zeman Games off the chart, qui l'a lancé qui l'a pitché vraiment dans un autre univers carrément, ça a été Pandémie. La première version de Pandémie, c'est important de savoir que Matt Leacock, avant Pandémie, faisait quelques jeux. C'était pas un auteur super connu, mais c'était un auteur qui faisait beaucoup de print and play. Il faisait aussi beaucoup de jeux, des mail games. Donc, il y a toujours eu une coupe de quelques différents jeux. Et Matt Leacock est arrivé avec cette idée-là, en fait, du jeu coopératif. Et je veux mentionner qu'à cette époque-là, en 2008, le jeu coopératif, c'est le type de jeu qui rebute beaucoup, beaucoup de joueurs. On parle de jeux coopératifs. Un des jeux qui a été super populaire à cette époque-là, qui l'est encore, c'est Chevalier de la Table Ronde. Mais Chevalier de la Table Ronde, là, était populaire à cause du traître. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que le jeu a eu un franc succès, parce que s'il n'était seulement que coopératif, malheureusement, le jeu coopératif, c'était pas quelque chose qui était super populaire, puis ça n'intéressait pas nécessairement beaucoup de gens. Surtout pas des éditeurs. Les éditeurs, en fait, voulaient avoir des jeux qui allaient pouvoir ramener de l'argent. Et c'est important de comprendre qu'à cette époque-là, je reviens encore, on parle d'il y a 12 ans, mais c'est une autre époque complètement différente. Il n'y a pas de Kickstarter. Les internets fonctionnent, oui, mais c'est pas aussi rapide qu'aujourd'hui. La traduction de différents jeux n'est pas encore tout à fait super populaire, mais au-delà de ça, les éditeurs, quand ils font un jet de 3000 copies, quand ils font une impression de 3000 copies, ils se doivent de vendre toutes ces copies-là et d'espérer que toutes ces copies-là puissent partir de leur coffre, parce que sinon, ils tombent très, très, très rapidement dans le fond, dans le trou. Et quand je dis que Zev Schlesinger, c'est quelqu'un qui a vraiment décidé d'aller
à l'envers, à l'inverse de ce qui était proposé. C'est pour ça qu'il a produit Pandemic et qu'il a fait. Il y a quelque chose de très, très, très intéressant. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment hot dans ce jeu-là. Donc, moi, je vais décider de le produire. Et ici, vous pouvez voir, en fait, vous avez une des premières éditions, donc English Second Edition. Là, donc, ce jeu-là a vraiment été un jeu qui a permis à Zeman Games de se lancer. Et un autre jeu qui a permis à Zeman Games de se lancer. Tantôt, je parlais de différents contacts qu'il avait en Europe. Et je parle aussi de différents jeux qu'il a produits, qu'il a pu faire, en fait, qu'il a pu, en fait, produire, qu'il a eu des licences. En 2007, il y a eu un jeu très populaire qui a été super bon et que, ben, ça n'a même pas pris un an avant que Zev Schlesinger le produise en anglais. Je vous laisse deviner quel jeu c'est. Et pendant ce temps-là, je vais regarder les commentaires. Donc, je dis pandémie aussi. Donc, il y a 12 ans, j'avais 18 ans et mes connaissances sur le jeu de société se limitaient à Risk, Scrabble, Monopoly et Mousetrap. Exactement. Ça faisait tellement longtemps que ça faisait. J'étais à des années-lumière de pandémie. C'est ça. C'est complètement un autre monde. On est complètement ailleurs avec le jeu de société aujourd'hui, là. Et ça, c'est principalement aussi grâce à Kickstarter. Je pense que Kickstarter a vraiment été. Moi, j'aimerais ça savoir, y a-t-il des gens qui jouaient aux jeux de société modernes en 2008 et qui ont vu Pandémie être sorti? Si oui, faites-moi signe, s'il vous plaît, dans les commentaires. Mais comme je vous dis, c'est mon premier jeu coop avec la table ronde. Exactement. Donc, ça a été un tollé, ce jeu-là. Ça a vraiment fait beaucoup, beaucoup de succès. Et c'est important de mentionner aussi que, ben, par la suite, Matt Leacock est arrivé avec toutes les différentes versions de... si vous êtes... voyons, j'étais en train de lire les commentaires, puis j'essaie de parler. Je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Enfin, bref. Donc, tu sais, Forbidden Desert, Forbidden Island, et là, on a tous ces jeux-là. Ben, c'est tout Matt Leacock qui s'est tout déboulé de pandémie. Et donc, oui, en effet, donc là, je suis en train de voir dans les commentaires, si vous dites Agricola aussi, envoyez des bonhommes surpris. Et oui, je parle d'Agricola. Agricola qui, en fait, a permis, et là, c'est important de comprendre que Uwe Rosenberg, là, c'était Uwe Rosenberg puis Zev Schlesinger, il était quand même bien friendly. C'était deux très, très bons collaborateurs. Parce que, dans le fond, ce qui arrivait, c'est que les deux ont collaboré dans le passé, comme je parlais tantôt avec Babel, Bali, avec plein d'autres jeux aussi. Je pense aussi à certains jeux, en fait, du dérivé de Bonanza, par exemple. Mais tu sais aussi grâce à Amigo Spiel, comme j'ai expliqué en fait dans ma biographie de Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg, avant Agricola, faisait beaucoup des petits jeux de cartes très faciles d'accès. Et donc, Zev Schlesinger, en mettant un pied dans la porte de Amigo Spiel, ça lui a permis aussi de faire ces traductions-là de jeux qui étaient très, très, très connus puis qui étaient très facilement éditables et surtout faciles d'impression. On s'entend, là, des jeux de cartes, là, ça n'a rien à voir avec des jeux où est-ce qu'on a des plateaux, qu'on a en fait une grosse boîte, on a des pièces en bois. Donc, c'est sûr certain que Uwe Rosenberg, étant connu à cette époque-là pour des petits jeux en boîte ou des jeux, mettons, de niveau moyen, avec des petits plateaux, ben là, un moment donné, Uwe Rosenberg arrive avec Agricola en 2007 à SN, et là, tout le monde parle de Agricola à SN. Tout le monde parle de ça. Zev, lui, est occupé, il fait ses affaires. Et là, à chaque fois, il y a comme, à peu près à chaque 3 heures, il raconte dans l'entrevue que on est venu à peu près le voir comme 5, 6, 7 fois à son boot avec Z-Man qui disait « Faut que tu ailles voir ce jeu-là, Agricola. Faut que tu ailles voir. Ah ouais, viens-t'en, va voir. » Tu sais, là, comme « Oh oui, quand j'aurai le temps. » À la fin de SN, il s'en va voir Uwe Rosenberg. Monsieur Rosenberg lui explique le jeu. Et il trouve ça intéressant. Le problème, c'est que toutes les cartes sont en allemand et Zev, il parle pas en allemand. Donc, il comprend un peu le jeu, il trouve ça intéressant. Il dit « Ok, envoie-moi une copie, puis tout ça. » Et Uwe, à ce moment-là, fait une espèce de grande faveur à Zev parce qu'ils sont comme ça, les deux. Il dit « J'ai énormément de gens qui m'ont approché pour être capable de produire Agricola. Mais moi, la personne avec qui je veux faire affaire pour le traduire et l'amener de l'autre côté de l'océan, c'est avec toi.
Donc moi, je vais prendre tout mon temps, je vais mettre les autres en attente, j'ai aucun problème, mais je vais avoir ta réponse avant, puis après ça, je regarderai si tu refuses. Et là, il commence, et là, je veux dire, c'est fou pareil. Tu te dis, aïe, ok, ce gars-là a eu comme cette espèce. C'est incroyable comme histoire pareil, là. C'est vraiment, vraiment fou. Et là, il joue avec une version, avec une version anglaise. Et c'est important de comprendre que dans le domaine, dans le monde du jeu américain, les jeux de cartes sont très populaires. On parle des collectible card games, on parle des trading card games, on parle des living card games, on parle de plein de jeux de cartes qui sont super populaires aux États-Unis. Et là, Zev, un fan fini de jeux de card game, de combos, de combinaisons, de engine building, etc., arrive avec Agricola, un jeu européen qui offre, oui, une saveur une saveur très allemande dans sa structure, mais qui offre quoi aussi d'autre? Des cartes avec des pouvoirs spéciaux. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'Agricola a pris un envol phénoménal. C'est le fait qu'on a combiné le jeu de plateau et le jeu de cartes ensemble. Et ces deux éléments-là ont fait en sorte que ça a eu un succès phénoménal aux États-Unis. Sur cette envolée, je vais regarder les commentaires qu'il y a. Moi, je jouais à Campaign for North Africa. Oui, Nancy, en effet, hein, on a joué il y a probablement un mois. On n'a pas encore fini notre partie. Hein? Race for the Galaxy. Oui, Race for the Galaxy, c'était... Hey, c'est une bonne question, ça, Jean-François. Race for the Galaxy, attends un petit peu, je pense que tu as raison. Ça a été un autre jeu qui a été un bon titre pour Z-Man, mais ça n'a pas été... Il m'en a pas nécessairement mentionné, il m'a pas parlé de ce jeu-là en tant que tel, probablement parce qu'on a comme juste eu tellement de jeux qu'on a parlé, là. Je vais juste vérifier, est-ce que c'était Z-Man? Non, c'était Rio Grande, il me semble. Attends un petit peu, on va voir, là. Là, tu me poses une colle, mon ami. Attends un petit peu. Ben regarde, tu vois, c'est la version japonaise, hein? Ben oui, ben non, c'est pas vrai, attends un petit peu. La version en anglais a été faite par... Ouais, c'est ça, donc c'est Rio Grande qui a fait Race for the Galaxy, donc voilà. C'est pas grave, hein, on est tous, c'est ça, on est tous amis, on s'entend tous bien. Enfin bref, donc je continue. Pas des cartes, ben oui, des cartes JP, hein, ça c'est incroyable comme histoire. Enfin bref, donc je continue avec tout cela pour vous expliquer que ça en suit en fait un des gros pas de la compagnie Z-Man Games. Vous savez, ici, au Canada, nous avons Arigo, une compagnie qui se nommait à l'époque Philosophia. Et Philosophia, en fait, avait à sa tête une entrepreneuse qui se nomme Sophie. Hein? Sophie, donc Sophie, elle, en fait, c'est une femme d'affaires. Elle veut faire affaire, et là, quand elle commence à voir le phénomène de Z-Man avec tous les différents trucs. Évidemment, elle commence à vouloir obtenir ces différents titres-là, les traduire, etc., etc. Et je pense que selon l'entrevue, vous me direz si j'ai tort, mais dans les environs de début 2010, Sophie contacte Zev et dit « Hey, j'ai entendu que tu voulais vendre ta compagnie, est-ce que ce serait possible de se rencontrer? » Zev, lui, n'a jamais parlé de ça. Mais il se dit, bah, écoute, pourquoi pas, je vais regarder, je vais voir qu'est-ce qu'il y en a. Ça se tire ensemble, Sophie et Zev, et décident de signer pour vendre Z-Man Games à Philosophia, qui a maintenant eu la bannière de F2Z, donc Philosophia to Z-Man, donc F2Z pour Philosophia et Z-Man Games ensemble. Ce qui a fait en sorte que, à ce moment-là, il y a eu une direction qui a été différente qui s'est prise pour Z-Man Games et ça ne dérangeait pas nécessairement, ça ne déplaisait pas nécessairement Zev de vendre le truc parce que c'est important de comprendre que, encore une fois, je réitère, à cette époque-là, le jeu de société n'est pas une industrie qui est lucrative. C'est très important de comprendre ça. À cette époque-là, si on réussit à avoir un tollé comme Agricola, par exemple, c'est un jeu qui va nous permettre d'avoir vraiment beaucoup de lousse, entre guillemets, financièrement, pour être capable d'avoir le capital pour produire différents jeux. Et ben, je vais vous donner un exemple, encore une fois, le Campaign Manager 2008 a été un petit peu peur. Ça n'a pas... Malheureusement, le jeu n'a pas vendu autant qu'on aurait voulu, mais c'était pas grave parce que de toute façon, à ce moment-là, Zev avait assez de capital pour être capable de pouvoir produire une pléthore de différents jeux.
et ne pas trop s'inquiéter avec le niveau des ventes. Je vais juste regarder si ça fonctionne toujours. Est-ce qu'il y a un jeu de société sur la K-pop? On voit les talents d'improvisateur de Vince, oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a un jeu de société sur la K-pop? Si oui, tu pourrais faire une critique. Très bonne question. Je pourrais demander, ce serait un très très bon. D'ailleurs, si quelqu'un peut taguer Pierre Poisson qui me disait qu'il cherchait une thématique pour un jeu. Hein? La K-pop, c'est quelque chose d'intemporel, n'est-ce pas? Donc, on pourrait juste simplement voir ça. Enfin, bref. Je reviens avec l'histoire que je vous narre. Donc, Zeman arrive. Là, je vais juste vérifier. Est-ce que c'est moi ou la qualité a diminué? Donc, je vais juste recalibrer la qualité si ça ne vous dérange pas. On va voir si ça fonctionne. Dites-moi si vous m'entendez encore. Si ça ne fonctionne pas, on va juste simplement aller avec automatique encore une fois. Donc, faites juste me dire si ça fonctionne ou non. Attendez juste un moment, on va regarder. Voilà. Je vais juste confirmer que tout va bien. Dites-moi dans les commentaires si tout va bien, tout se passe bien. Parfait, donc je vais continuer. Désolé pour ce petit moment, ce petit blackout-là, pardon. Enfin bref, donc je continue, je continue avec tout ça. Et là, il faut comprendre que Zev, c'est un gars c'est un one-man army, Zeman Games. C'est une compagnie où est-ce que Zev fait tout de A à Z. Il fait la recherche de prototypes. Donc, il se promène à l'année longue. Et peut-être pour les Européens, c'est peut-être un phénomène qui est moins connu, mais aux États-Unis, en fait, le jeu de société a une place très particulière dans le domaine un peu geek, nerd, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont collées les unes avec les autres. Et souvent, bon, il y a une convention, admettons, geek, va avoir une partie jeu de société. Et souvent, cette partie-là, jeu de société, a assez d'ampleur, a assez d'envergure pour qu'il y ait des éditeurs qui se présentent là-bas pour aller voir différents prototypes. Et c'est ce qui se passe à cette époque-là. Donc, énormément de conventions où est-ce que Zev se déplace. Ensuite de ça, il arrive chez lui, il doit contacter les différentes personnes, doit faire ci, doit faire ça. Il s'assoit, il fait le prototype, il fait du playtest, il conseille les gens et c'est un excellent conseil. Il faut lui donner ça. Zev Schlesinger, c'est un gars qui sait conseiller les gens au niveau de l'édition de façon incroyable. C'est vraiment, vraiment un gars qui a de l'expérience derrière la cravate. Et s'ensuit en fait cette proposition-là de Sophie pour Philosophia et il accepte parce que probablement il est un peu fatigué, et il se dit, ben moi de toute façon ce qui m'intéresse c'est pas la paperasse, c'est pas le côté... c'est pas le côté, en fait, tout ce qui est paperasse, bureaucratie, administration. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'édition, c'est de trouver des perles, puis etc., etc. Il y a deux problèmes à cette situation-là. Le premier problème, ça a été, ben c'est pas un problème. Il y a eu une tangente qui a été très 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 distincte à partir de ce moment-là, et c'est tout d'abord le fait que Zeman a commencé à produire je vais vous donner un exemple. Là. Je vais reprendre en fait la page de pandémie, et vous allez voir quelque chose de particulier. Parce que ce que je vous dis là, c'est vraiment vraiment drôle. Pandémie a eu une seule et unique extension avant l'achat de Zeman Games par Philosophia. Et là, je vais vous montrer que ce que je dis là, c'est pas des bobards. Bon, on regarde ici, là. En 2009, on a eu une extension qui s'appelle On the Brink. Ensuite de ça, bon, donc là, ça reste tel quel. Et important de mentionner que là, le premier de couverture, ici, la première, le cover, donc la couverture de cette extension-là, c'est une édition ça a été réédité Pandémie. Donc là, vous voyez ici, ça c'est l'édition, en fait. Je pense qu'elle a été faite en 2011, cette édition-là. Enfin bref, donc ici, 2009, c'est encore avec l'espèce d'édition, là, je vais vous montrer ça, là, la version, en fait, qui est comme noir-ish, là, sur le dessus. Enfin bref, donc, tout ça pour vous dire que Pandémie
a eu une extension, et parce que Zev, c'est pas un gars d'extension. Il aime pas les extensions, lui, il veut pas avoir ça. Il se dit, moi, je vais avoir une seule et unique affaire. Je veux avoir le jeu au complet dans la boîte. That's it, that's all. Ce qui est un peu ironique parce que c'est un ancien joueur de jeux de cartes, de jeux de cartes collectibles, là, donc des CCG. Donc, si vous voyez ici, regardez. Et là, je tiens à vous mentionner, regardez comment c'est fou. Bon, là, on a en fait l'édition qui est allemande, l'édition allemande. Là, après ça, on a 2009, 2009. Et là, 2010, on a encore le même cover. Donc là, on peut voir ici, on a Pandémie en russe. Et là, on y va, et là, on s'en suit ensuite. Et là, tadam! Regardez ce que je vous dis. C'est vrai. Regardez. On a le reprint en 2011, et là, soudainement, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle version de Pandémie avec cette version-là. Là. La version de 2012. Et ça, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, comme j'ai dit, Sophie n'est pas une femme qui veut nécessairement faire des découvertes ou essayer d'amener le jeu vraiment, de trouver des perles rares ou d'essayer de faire des trucs funky. C'est une femme qui veut rendre le truc lucratif. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Je ne dis pas que c'est ni mal ni bien, je dis juste que c'est une vision qui est complètement différente. Et là, ça en est suivi, en fait, toutes les différentes variantes de Pandémie et toutes les différentes extensions. Étant donné que nous sommes très au courant, Pandémie était un jeu qui vendait très, très bien à l'époque. Ce qui fait en sorte que là, regardez, on a cette extension-là qui date de 2009, mais là, 2013, 2015, après ça, on a eu Pandémie Legacy qui a été en 2016, on a Pandémie Legacy saison 2 qui est en 2017 ou 2018, et là, après ça, dans Agricola, on a eu d'autres extensions, etc., etc. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe avec Z-Man Games. Donc, et de moins en moins, Z-Man publie des jeux qui sont à tout pour le dire, qui sortent du lot, qui sont excentriques, qui sont uniques en leur genre. On devient de plus en plus dans une espèce de point, en fait, centré. Et fun fact, mais avant de vous dire mon fun fact, je vais aller voir les commentaires. Donc, ça fonctionne, tout va bien. Zef, le Ryan Locat de l'édition de Jeux de société, c'est fou le nombre de traductions. J'ai même vu Pandémie en hébreu. Oui, en effet, donc Pandémie en hébreu, c'est assez incroyable de voir ça. Donc, oui, c'est ça, c'est fou. Là. Pandémie, là, ça a vraiment été un gros hit. Là. Et là, même encore aujourd'hui, probablement qu'il va y avoir des nouvelles traductions de Pandémie à cause du coronavirus. Peut-être qu'on va avoir une version Pandémie coronavirus. Parce qu'encore une fois, je réitère, Z-Man Games, ils ont Pandémie et ils font une pléthore. Donc là, on a eu, en fait, dans les dernières années, on a Pandémie Ring of Toulouse, on a eu Pandémie Iberia, on a eu Pandémie On the Brink, Tiding Wave, en tout cas, l'affaire avec des vagues. C'est ça. Fait que Pandémie, en fait, pas Pandémie, mais comme je mentionne, Z-Man, ça va vers un motto, vers un endroit distinct que ce que Zev avait fait au départ. Et c'est très, très, très drôle parce que je reviens avec ça. En 2011, Z-Man a fait la découverte d'un prototype 2011 ou 2012 qui se nomme, à l'époque, qui s'appelle Empire. Bref, ça a un nom particulier. Et pour l'instant, ben, Z-Man fait comme « Ah, c'est intéressant, c'est un jeu d'échange, de négociation, ok, c'est vraiment... Trade Empire, c'est ça, Trade Empire. Donc là, c'est vraiment intéressant comme jeu. Et il dit, ça sort vraiment du lot. Et propose ce jeu-là à Philosophia, à Z-Man, et refuse. Et là, ça le déçoit un petit peu, puis il se dit, bah, c'est pas grave, on passera à d'autres choses. Et là arrive une situation vraiment, vraiment particulière, où est-ce que moi, je me dis, oh, ok, c'est particulier, ça, comme situation. En 2015, Z-Man, Philosophia F2Z, a décidé de remercier Zev et de lui dire, ben écoute, tu as fait ce que tu avais à faire dans la compagnie, on te remercie. Maintenant, ben écoute, on te souhaite le meilleur des succès dans une autre compagnie, probablement que tu vas pouvoir aller faire ce que tu as à faire. Je veux pas faire d'affirmation négative ou quoi que ce soit. Je trouve ça juste particulier que cette manière de conclure une espèce d'accord que ça fait des années que Zev est derrière Z-Man et que là, c'est comme c'est son bébé, que là, ils le vendent et que là, soudainement, ça prenne complètement un autre tangente. Je trouve ça juste particulier comme situation. Et donc là, Zev
est sur le marché du travail et un peu un agent libre. Ça prend même pas environ 20, ça prend même pas une semaine qu'il a des appels d'une pléthore, d'une multitude de maisons d'édition. Et il y en a une en particulier avec laquelle il décide d'aller. Et celle-ci, ben, c'est avec laquelle il travaille actuellement, et c'est WizKids. WizKids, c'est important de comprendre que, je vais vous montrer en fait WizKids, là. WizKids, on les connaît pourquoi? Je veux savoir pourquoi est-ce qu'on les comment est-ce qu'on les connaît, WizKids? Qu'est-ce que vous connaissez de WizKids, mettons? On va y aller avec ça. Qu'est-ce que vous connaissez de WizKids? Je vais vous demander ça dans les commentaires. Pendant ce temps-là, je vais lire un petit peu. Combien. Attends un peu. Nous, on a commencé Pandémie Legacy hier, justement. Oui, on a commencé le 2, justement. J'ai bien hâte de continuer. Donc, qui a gagné? On a commencé. Clairement, qui vont faire la version coronavirus. Nous avons fait seulement la première partie. On a gagné, entre autres, parce que je jouais Morgan Freeman. On a arrêté après parce que j'avais mal au cœur. C'est pas à cause qu'elle avait mal au cœur parce qu'elle jouait Morgan Freeman, mais bien parce que, tout simplement, elle ne s'est pas sentie bien. Il était un peu rendu tard aussi. Mais ça m'a permis de jouer avec mon ami Ju. Mon ami Ju Fish qui a permis de pouvoir faire, c'est vraiment cool. Ju, on a pu jouer à Undaunted Normandy, qui est un jeu super, super, super le fun. Je vous en parlerai plus tard. Mage Knight, oui, tout à fait. On a Mage Knight. Mais leur vache à lait, là, les amis, là, leur vache à lait, c'est ce qu'on appelle, attendez, là, c'est ce qu'on appelle du HeroClix. HeroClix, si vous ne connaissez pas HeroClix, là, c'est un genre de. C'est un genre de. Je vais l'appeler MCG. Miniature. Collectible. Un CMG, Collectible Miniature Game. Donc, vraiment, là, je pense que ça a été leur gros titre. Donc, Collectible Dice Game, Collectible. Wow, ok, je savais même pas que c'était un véritable terme. Collectible Miniature Games. Donc, HeroClix, c'est un jeu en fait où est-ce que les gens vont acheter des petites boîtes et ils vont avoir différentes miniatures de différentes. Comment est-ce que je peux dire, de différentes licences. Donc, on a X-Men, on a des Marvel en général, donc on en a énormément. Sinon aussi, oui, c'est ça. Donc, tout ce qui est leur produit, en fait, Miniature Games. Donc, ils ont vraiment, en fait, leur vache à lait avec dans le fond, voyons, on va le dire, HeroClix, qui est juste là, en fait. Dice Masters aussi, donc Dice Masters, Quarriors que tu as mentionné, Sylvain, en effet, donc Quarriors étant comme la version pré-Dice Masters. Donc, quand ils engagent Zev, ils ont de l'argent, WizKids. C'est pas une petite compagnie qui commence, d'ailleurs, tu sais, qui commence depuis quelques moments. Donc ici, regardez, on a ici WizKids avec Batman. On a aussi, ça c'est, excusez, là, c'est ça, il y en a un autre ici. Vous me direz lequel, qui c'est. On a le Joker, donc là, on a Marvel, Captain America. Donc c'est vraiment un jeu très, très, très le fun. Moi, j'ai joué, en fait, quand j'étais jeune. J'ai joué à ça, je pense, j'avais 13 ans ou 14 ans, puis je m'achetais ça, puis je capotais, je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas nécessairement d'être super bon, c'était vraiment juste de collectionner les différentes figurines, je les trouvais vraiment, vraiment belles. Mais c'était super dispendieux quand même. Enfin, bref. Donc, HeroClix, et là, Zev arrive avec Zima, avec WizKids, et ben, ont l'opportunité de pouvoir faire affaire ensemble, et ça rend Zev très content parce que WizKids lui dit, on te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux. Pas tu fais ce que tu veux, évidemment. Là, je veux dire, il peut pas dire, je vais partir avec l'argent. Non, mais tu as carte blanche sur qu'est-ce que tu veux produire comme jeu. Tu y vas comme tu veux. Et là, s'ensuit, en fait, tous les jeux, suite à ça, qui ont été vraiment, vraiment solides à partir de 2016. Là. Donc là, je vous montre WizKids, mais là, je vais vous montrer, en fait, ici, Tournament at Camelot, qui est un de mes jeux de levée favoris, qui a été ironiquement en 2017. Donc 2017, ça a pris quelques années avant de faire ça. On a ensuite un autre jeu qui se nomme Empires, qui est un jeu qui est sorti en 2017. Je vais juste le trouver. Donc Empires, je vais juste... Ouais, hein, tabourette, je le trouve pas. On va essayer Empires WizKids. Mettons, on va essayer comme ça. Attends. Je vais juste écrire dans le fond Empires WizKids BGG comme ça.
Donc Empires, qui est un autre jeu en fait de négociation, qui est super intéressant, qui a été produit en 2017, je crois, si je ne m'abuse. Donc vraiment, oups, pardonnez-moi, attendez comme ça. Bon, 2017, donc encore une fois. Et là, je pourrais en nommer plusieurs, mais il y en a un en particulier qui a vraiment fait, qui a vraiment fait parler de lui en fait de ma part là. Donc, ça a été... Hey, on a joué à ça ensemble, justement, Tournament at Camelot. Justement, je t'en ai parlé d'un man d'Empires. Oui, en fait, c'est un jeu que je connaissais déjà parce que je l'ai chez moi. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Et là, vous vous souvenez, en fait, que 2012, Trade Empire, Zev a encore ça en tête. Et là, Zev commence à tâter le terrain avec cette personne-là qui s'appelle Tassetti. Et là, il contacte Tassetti. Et là, il fait Hey, t'as-tu encore ça ton prototype, toi? Et il fait Oh, oui, OK. OK, je suis rendu avec une autre compagnie qui s'appelle WizKids. Écoute, ils m'ont donné une carte blanche. Écoute, ça t'intéresserait-tu? T'as-tu des contrats par rapport à ce jeu-là? Non, pas vraiment. Je peux vraiment de toi. OK. Ça tenterait-tu de me le remontrer? Et là, ils s'assoient ensemble. Et là, ils commencent à discuter du jeu, ils commencent à jouer, ils rejouent. Et c'est un succès incroyable, ce jeu-là. Et c'est vraiment un jeu qui est le fun, qui trippe. Et ils décident de le sortir en 2017 sous un autre nom. Parce que Trade Empires, c'est comme, ça sonne... il y a quelque chose, ça sonne pas bien. Il faut avoir un peu plus de torque par rapport à ça. Alors, on commence à trouver ils cherchent des synonymes par rapport à la thématique en tant que telle, qui va devenir sci-fi. Et là, ils cherchent aussi, en fait, des manières, des synonymes de empires, de trade, etc. Et pendant que vous réfléchissez à c'est quoi ça, donc si vous avez une idée de ce que c'est, vous pourrez me le dire dans les commentaires. J'ai vu que Tournament at Avalon va sortir quand même bientôt une genre de suite. Oui, en effet, donc Tournament at Avalon, donc là, tu me devances, monsieur Mathieu. Oui, en effet, le jeu va sortir très bientôt. Tournament at Avalon. Évidemment, là, la production est ralentie à cause du coronavirus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais bon, ça ralentit beaucoup les choses au niveau économique. Je ne sais pas trop, en tout cas. Mais blague à part, Tournament at Avalon va être un genre va être un type de jeu qui est exactement Tournament at Camelot, sauf qu'on va pouvoir les placer les deux ensemble, Tournament at Camelot, Tournament at Avalon. On va pouvoir faire une espèce de méga game de Tournament at Camelot en ayant 8 joueurs, donc il va y avoir une variante 8 joueurs, ça va être le chaos total, ça va être le bordel, mais ça va être écœurant comme jeu, j'ai vraiment hâte. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Tournament at Camelot. La dernière game la game que tu as jouée, malheureusement, JP, ce n'était pas la game la plus favorable, je dirais, pour Tournament at Camelot, mais c'est un jeu qui est vraiment le fun. J'ai joué à des soirées continuelles de ça, c'est vraiment cool comme jeu. Mais enfin bref, Tournament at Avalon va bientôt être disponible, c'est sûr certain que je l'achète, c'est sûr certain que je me le procure. Et là, j'attends toujours le titre c'est correct, on est rendu 19 personnes qui écoutent. Waouh, c'est génial! Hey, si vous écoutez et que là, vous cherchez c'est quoi le nom de ce jeu-là qui pourrait être Trade Empires, qui est sorti en 2017 avec une thématique sci-fi, puis que vous le savez pas, faites des petits waouh, tu sais, le surpris. Donc, comme ça, faites des petits waouh, comme ça. Donc, faites-moi ça si vous êtes encore là, parce que je veux savoir si vous êtes capable de le deviner. Je veux vraiment savoir si ça vous dit quelque chose. Si ça vous dit rien, c'est pas grave. Toi, tu le sais, Sylvain, hein? Oui, toi, tu le sais. C'est sûr que tu le sais, parce que j'en ai parlé. Et là, je suis tout c'est ça. Fait que je le sais que tu le sais. Je veux que vous me... J'attends un petit peu. Pendant ce temps-là, je peux vous poser une colle. Hein? Savez-vous pourquoi est-ce que les éléphants se cachent pas dans les arbres? C'est qu'on les voit pas. OK. Non, mais blague à part... je vais vous le montrer, ok. Et c'est roulement de tambour, tout le monde ensemble, roulement de tambour, et c'est Sidereal Confluence! Ben oui, hey, imaginez, il faut que je vous raconte, en fait, ce jeu-là est épique, pas juste dans sa table, pas juste dans sa présentation, pas juste dans son gameplay. Ce jeu-là est épique pour mille et une raisons. Premièrement, l'histoire derrière ce jeu-là. Savez-vous que Sidereal Confluence, c'est un jeu qui devait durer 8 heures de temps et qui est un peu similaire à Twilight Imperium et que Sidereal Confluence, la partie en fait échange et négociation,
était une partie qui était le dernier 2 heures du jeu, en fait. C'est qu'on bâtissait tout notre empire pour finalement arriver là. Et, bien évidemment, quand il a commencé à présenter ça à des éditeurs, M. Tassetti a commencé à dire, bon, ben, je vais peut-être réduire un petit peu et juste garder comme l'essence même de pourquoi est-ce qu'on se rend jusque-là. Et par la suite, Zev, en 2012, fait comme, même ce jeu-là est génial. Et là, t'as des gens en haut de lui qui font comme, non, on veut pas de ce jeu-là. Sidereal Confluence aurait pu arriver 5 ans avant. Mais à cause. Puis là, il arrive en 2017. Et là, ça n'a pas fait un tollé parce que ça faisait pas super longtemps que WizKids. Zev était à la tête de WizKids. Donc, tout ce qui est au niveau de, mettons, la médiatisation du jeu chez WizKids. Je dirais que WizKids sont très très bons pour médiatiser, pour rendre leur vache à lait très populaire, mais tout ce qui est comme la section jeux de société, c'est encore une section qui sont encore en train de travailler. Et c'est pour ça qu'ils ont été chercher Zev, justement, parce que lui, ça fait longtemps qu'il est là et qu'il est capable de pouvoir rendre WizKids unique dans ce qu'ils vont proposer dans les prochaines années. Et Sidereal Confluence, en fait, quand ils se sont assis, ils ont été dans le fond sur un site web ils ont été sur un site web en fait de synonymes. Et là, on a commencé à essayer de trouver tous les synonymes pas possibles pour être capable d'arriver à Sidereal Confluence. Et c'est un peu un running gag entre eux autres de faire comme Sidereal Confluence, le seul et unique jeu que personne va pouvoir savoir qu'est-ce que ça veut dire Sidereal Confluence en regardant le nom. Et là, c'est pour ça qu'ils ont rajouté Trading and Negotiation in the Elysian Quadrant. Donc, pour être capable de spécifier ce que ça veut dire, encore là, c'est très difficile à spécifier. Et là, je tiens à vous mentionner que là, il y a une grande nouvelle, et là, j'ai vraiment, vraiment hâte que ça arrive. C'est un jeu, en fait, il va y avoir une nouvelle édition. Moi, j'ai l'édition de 2017, en fait, qui est l'édition, en fait, de base. C'est pas une édition qui est belle en tant que telle. C'est pas une édition qui tape à l'œil. Mais la nouvelle édition, en fait, c'est pour faire en sorte que les gens, que WizKids, en fait, puissent donner un peu l'espèce de pouce vers le haut à l'écoute des gens. Donc, pour être à l'écoute des gens, parce que Sidereal Confluence, c'est un jeu extraordinaire, mais malheureusement, a quand même une certaine qualité qui est pas médiocre, mais est pas loin de l'être. Tu sais, c'est comme, les cartes sont fonctionnelles, le jeu est fonctionnel, c'est vraiment le gameplay qui fait en sorte que ce jeu-là est incroyable. Et la nouvelle édition se veut être une espèce de une espèce de revamp, un nouveau look pour Sidereal Confluence. Comme vous voyez présentement, on a cette espèce de robot-là particulier avec les différentes factions autour. Il n'y aura pas de changement en particulier, mais ça va être plus clair au niveau des règles. Le jeu aussi va être plus beau. On va vraiment remasteriser le tout. Donc voilà, donc ça c'était la première chose. Je vais continuer avec différentes choses qui vont... je vais continuer avec d'autres nouveautés qui vont bientôt arriver. Et là, ben non, il est sorti en 2016, pas 2017. Je vais supprimer mon commentaire, je pense que j'ai honte. Attends un peu, c'est-tu Warriors? Ok, donc c'était sérieux, JP. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on te pardonne. Non, supprime-le pas, c'est correct. Hein? Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé fabuleux, extraordinaire comme jeu. Bref, je l'encourage fortement. Autrement, d'autres jeux qu'il a actuellement sous le radar. Un autre jeu, en fait, si Approaching Dawn, The Witching Hours, qui nous vient de Kenneth Shannon 3. Et Kenneth Shannon 3, c'est pas un auteur super connu. Si vous êtes... si dans les 5 dernières années, c'est probablement un des auteurs qui a pas fait des jeux super connus qui ont pété le plafond, mais c'est quand même un auteur qui est intéressant parce qu'il va tout le temps sortir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, assez particulier, très funky. Et ici, on a un jeu qui se nomme Approaching Dawn, The Witching Hour. Et Approaching Dawn, ce que c'est un jeu en fait c'est un jeu coopératif où est-ce que des joueurs vont représenter des membres de magiciens qui doivent en fait balancer entre la magie blanche et la magie noire. Et ce qui fait en sorte que ce jeu-là devient intéressant, c'est qu'en fait, on va devoir gérer cette corruption-là tout en faisant face à des espèces d'ennemis ou quoi que ce soit. De la manière qu'il en parlait, ça sonnait un petit peu comme Big Book of Madness.
Ça sonne un petit peu comme ça, mais plus complexe et probablement plus gamer. Et comme vous pouvez voir aussi le compte, donc 3 à 6 joueurs, donc on s'entend que c'est probablement un jeu, puis c'est un jeu en fait à campagne aussi, je pense. Donc on va faire plusieurs campagnes, une à la suite de l'autre. Mais c'est pas un jeu, c'est un jeu qui date de 2017, donc encore une fois, c'est un jeu et il y a 116 votes. C'est pas un jeu qui a reçu beaucoup d'attention, mais qui selon lui méritait vraiment de se faire, d'être noté. Un autre jeu qu'il a mentionné est Star Trek Galactic Enterprise, qui est encore moins connu, mais qui est une réimplémentation d'un jeu qui se nomme Fantasy Business. Et l'auteur, Christophe Bélinger, est encore un auteur que c'est pas un auteur super connu, mais qui a fait quand même des jeux très intéressants. Archipelago, par exemple. Ou encore Dungeon. C'est quoi des jeux Dungeon? Je vais vous le montrer, là, excusez, là, j'ai un petit blanc. Mais Fantasy Business, en fait, c'est un jeu de 2002 qui a été fait par un éditeur. C'est un genre de jeu de négociation, en fait, au niveau de différentes armes et tout ça. Assez funky. Donc, Christophe Bélinger, en fait, Archipelago, Earth Reborn, Dungeon Twister. Earth Reborn est un autre jeu et vient tout juste de sortir Living Planet. Ce sont des jeux vraiment particuliers, donc c'est un designer qui est qui est quand même très très le fun, mais malheureusement très peu connu et même méconnu, je dirais, parce qu'il a fait des jeux sublimes. Et ça, en fait, Galactic Enterprise, c'est un jeu d'échange, de négociation, en fait, où est-ce qu'on va bider, on va négocier, bref. J'ai pas eu beaucoup de détails par rapport à ça, mais encore une fois, c'est un jeu que je trouvais très 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 intéressant, Galactic Enterprise, et ça a l'air d'un jeu très facile à jouer, mais qui va quand même être prenant. Et comme je dis, Christophe Bélinger a toujours cette espèce de cette petite tournure-là d'événements dans les mécaniques, dans sa proposition du jeu en général. C'est vraiment, vraiment le fun. Un autre jeu, en fait, que Sylvain a reçu par erreur, parce que c'était censé s'en venir chez nous, mais bon, c'est Sylvain qui l'a reçu. Étienne, qui est un jeu de non le moindre, Kenneth Shannon de Third. Donc, Kenneth Shannon, en fait, ça, c'est un jeu, encore une fois, c'est un jeu de grand groupe qui va être, en fait, qui va, en fait, j'ai pas entendu plus parler de ça, il m'en a pas donné plus de détails, mais c'est vraiment, en fait, deux équipes qui vont combattre les unes avec les autres concernant des conflits. Et il va falloir créer des alliances. Il y a des nations qu'on va jouer. Donc, c'est vraiment, en fait, une espèce de gros clash. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça a l'air, encore une fois, de sortir complètement des sentiers battus. Un autre jeu aussi qu'il m'a parlé et que je vous encourage fortement à aller voir la critique parce que je pense que ce jeu-là mérite vraiment, vraiment beaucoup d'attention. Je vais même mettre en lien dans la discussion je vais mettre dans la discussion je vais le dire. Je vais mettre dans la discussion ça fonctionne toujours? Attendez, je vais juste voir. Oui, ça fonctionne toujours. Donc, je vais mettre dans la discussion ma critique de Age of Dirt. Parce que Age of Dirt, c'est vraiment, vraiment le fun comme jeu. Super loufoque, simple à souhait. Mais il y a comme, je le compare dans ma critique et je vais toujours être d'accord avec en fait c'est mon opinion, donc j'ai pas changé encore d'opinion, c'est l'âge de pierre mais sans les dés, mais avec tout autant de hasard, mais fait de façon très très intelligente. Je vais mettre en lien, comme je vous ai dit, ma critique de Age of Dirt, qui je pense mérite vraiment d'avoir cette espèce d'attention-là. C'est vraiment un jeu qui est le fun. Autant au niveau du nombre de joueurs, c'est sûr que plus qu'on est des joueurs autour de la table, mieux ça se joue. Donc là, je vais juste vous le mettre juste ici, donc ce ne sera pas très très long. Donc, Age of Dirt, c'est ça. Donc, en fait, la raison pour laquelle je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on a un principe qui est une tour à Meeple dans Age of Dirt. Et cette tour à Meeple-là va faire en sorte que des fois, on va perdre nos Meeples à un moment donné. On ne saura pas on saura pas quand est-ce qu'ils vont tomber, puis ça se peut qu'ils nous fassent récolter une ressource que l'on ne s'attendait pas à avoir. Et il faut gérer, en fait, cette espèce de hasard-là. Et c'est super drôle, c'est vraiment loufoque. On s'amuse vraiment, vraiment beaucoup on s'amuse vraiment beaucoup à ce jeu-là. Et on se perd un peu dans la thématique parce qu'à un moment donné, dans la thématique, il y a, en fait, à un moment donné, on peut récolter des nouveaux meeples en envoyant nos meeples dans la tente à amour. Et là, quand on envoie nos meeples dans la tente à amour, ben là, à un moment donné, il y a un joueur qui va décider que, OK, on s'en va dans la tente à amour, on soulève, on met les bonhommes dans le passage et là, ils ne tombent pas.
Là, tu fais comme, ah, ok. Puis là, il y en a quelques autres qui tombent. Puis là, tu fais comme, ah, mais le joueur blanc n'a jamais envoyé de personne dans la tente de l'amour. En fait, c'est un meeple qui date de quand on a voulu aller chercher des roches et ça n'a pas fonctionné. Fait que son meeple s'est retrouvé dans la tente de l'amour. Fait qu'il est allé faire des cochonneries dans la tente de l'amour. Hein. Non, c'est pas des cochonneries. Ils sont allés produire de la ressource humaine qui est importante pour notre bien-être et notre survie de groupe. Donc, enfin, bref, Age of Dirt, un superbe jeu. Et un autre jeu qu'ils ont sorti l'année dernière, en 2019, se nomme Flotilla. Et je pense que je vais conclure avec ça parce que ça fait quand même un bout de temps là, que je suis en train de parler de tout cela. Donc, Flotilla, en fait, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment surprenant. J'ai lu les règles. J'ai pas été. Au départ, je me disais, ah, ok, ça a l'air intéressant, sans plus ni moins, je sais pas trop, on va voir. C'est un jeu qui est vraiment particulier dans son ensemble, puis tout ça. Et surtout, c'est un jeu qui demande qu'on joue à plusieurs parties avant de bien saisir l'amplitude de toute la partie. Mais j'ai joué. J'ai joué avec deux différents groupes. Et les deux différents groupes ont vraiment, vraiment apprécié l'expérience. Et c'est un jeu qui est surprenant. Dans le jeu, en fait, on a un principe où est-ce que on a en fait deux côtés d'un plateau où est-ce qu'on peut jouer. Flotilla, en fait, je vais juste vous expliquer, ça se passe dans un univers alternatif où est-ce que la Terre est ensevelie par les eaux. Et on a deux types de civilisations qui sont maintenant à l'œuvre, soit une civilisation d'explorateurs qui vont aller dans le fin fond des eaux profondes, donc et faire de l'exploration, donc ils vont faire de la plongée sous-marine, récolter des trucs, récolter des ressources et les ramener. Et on a finalement cette autre civilisation-là qui va construire ce qu'on appelle des flottillas, qui sont des îles flottantes. Et ces îles flottantes-là vont nous permettre de pouvoir vivre. Donc, et on a dans la partie l'opportunité de jouer les deux côtés, c'est-à-dire le côté qui est le seaside, donc le côté des gens qui vont faire de la plongée sous-marine, pour récolter des ressources. Et finalement, ces ressources-là, on va pouvoir les vendre pour obtenir de l'argent, pour être capable d'agrandir son territoire. On a des objectifs aussi qui sont communs, donc ces objectifs-là, on va pouvoir faire des points avec ça, mais on a de l'autre côté qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix de transférer. En fait, on a toujours le choix, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut décider de changer dès le début de la partie du côté seaside, du côté de plongée sous-marine, en le côté qu'on appelle le sink side vers le sink side. Donc ça, c'est le côté où est-ce qu'on va créer des flottillas. Mais une fois qu'on tourne de ce côté-là de notre plateau, eh bien, on doit s'adapter aux nouvelles règles qui sont générées et on ne peut plus changer pour le seaside. Donc, il y a vraiment cet aspect-là intéressant où est-ce qu'on a ce choix-là à n'importe quel moment de le faire, mais c'est quoi le meilleur timing pour y arriver? Et j'ai joué seulement 2 parties et pour l'instant, je vais vous avouer que je suis pas du tout à l'aise de pouvoir faire une critique ou même de vous donner mes premières impressions. En fait, oui, je peux vous donner mes premières impressions. Je pense que ce jeu-là est vraiment, vraiment fun. Si vous cherchez une expérience qui sort de l'ordinaire, qui vous permettra de pouvoir expérimenter vraiment le jeu Euro d'une autre manière, avec des mécaniques qui sont super bien agencées ensemble. Mais je vous encourage fortement à aller voir Flotilla. C'est vraiment, vraiment un bon jeu. Et d'ailleurs, même demain soir, malheureusement, ça va être très, très tard pour ceux qui nous suivent en France. Demain soir, je vais jouer à Flotilla en live, en direct. Donc là, on est en train de vérifier si c'est possible sur YouTube, sinon c'est ça sur Facebook. Suivez la chaîne, vous allez voir où est-ce qu'on va le faire, mais je vais faire une partie en direct avec des amis sur Tabletop Simulator et j'ai regardé en fait comment est-ce que ça fonctionne en fait l'application Tabletop Simulator, super bien fait. Je vais expliquer les règles avant de jouer, donc vous pourrez en fait avoir l'opportunité de poser vos questions à ce moment-là. On va faire une partie complète et par la suite, on va vous donner notre opinion. Mais je vous le garantis, c'est vraiment un jeu qui mérite beaucoup, beaucoup d'attention. Donc voilà, donc ça compte pas mal. Là, ça résume en fait, c'est très peu dit. Donc je pense que j'ai fait pas mal le tour de toutes les choses qu'on a pu discuter, moi et M. Zev Schlesinger. Encore une fois, je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Je vais vous envoyer ça en lien, en fait. L'entrevue, si vous êtes bilingue, je vous encourage fortement à aller voir sur notre plateforme. Et encore une fois, je suis sincèrement désolé
Je suis désolé pour ce qui est du son. Le son est un peu médiocre, donc c'est pas super bien. Mais quand même, je vous encourage grandement à aller voir. Les réponses de M. Zev Schlesinger sont très très bien écoutables. Si vous êtes bilingue, c'est vraiment le meilleur moyen pour avoir accès à toute la discussion qui a été faite autour de tout cela. Super intéressant. Et sur ça, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous liker sur Facebook, nous suivre sur Instagram. Logiquement, si vous nous avez liké sur Facebook, vous êtes capable d'avoir accès à ce direct-là. Mais si ce n'est pas encore fait, faites-le. Vraiment, je vous encourage grandement à faire tout ça. On aime ça, hein, vous partagez ça. Merci de m'avoir écouté, c'est très apprécié. Et sur ça, ben, je vous souhaite vraiment un bon temps en famille. Je vous souhaite vraiment une belle opportunité pour prendre soin de vos amis, vos proches, de pouvoir communiquer avec de différentes manières. Et surtout, j'espère que vous appréciez ce qu'on fait. On essaie de vous entertainer le plus possible, hein, de faire qu'est-ce que vous voulez. Pas faire qu'est-ce que vous voulez, mais on fait notre possible pour vous entertainer. Et surtout, merci, on vient d'atteindre le 9000 abonnés. Le 9000 abonnés sur YouTube. Oh my God, c'est extraordinaire. Hey, envoyez plein de cœurs, s'il vous plaît, parce que là, 9000 abonnés, c'est incroyable. Mais vrai, c'est vraiment véritable, véridique. Envoyez plein de cœurs. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un très, très bon jouage. Et là, je vais arrêter la vidéo en direct.